Ce n'est pas forcément quelqu'un de violent, pas comme on l'imagine. Ce n'est pas quelqu'un d'agressif tout le temps. Ce n'est pas quelqu'un de méchant en permanence. Au contraire, par moments il est doux, présent, attentionné. Et c'est ça justement qui te perturbe, parce que ça ne correspond pas à l'image que tu avais. Quand on parle de relations toxiques ou de violence, on imagine souvent quelqu'un qui crie, qui frappe, qui interdit, quelque chose de visible, de spectaculaire même, quelque chose en tout cas qu'on pourrait montrer. Alors parfois c'est ça, mais pas toujours. Parce que ces situations, elles ont des visages très différents, des profils très différents. Et c'est souvent ce qui les rend si difficiles à nommer, si difficiles à quitter, si difficiles à expliquer à quelqu'un qui n'a pas été à l'intérieur. Dans les épisodes précédents, on a suivi Laetitia et Marc. Un profil précis, une façon précise d'abîmer. Aujourd'hui, on va ouvrir le champ. Parce que Marc n'est pas le seul visage de la toxicité et Laetitia n'est pas la seule à vivre ça. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter une galerie de portraits. Des hommes, des femmes, dans des relations amoureuses, au travail. Tous ces portraits, ils viennent de vraies situations, de personnes que j'ai accompagnées. Tout est réel. Ce ne sont pas tous les profils qui existent malheureusement. C'est une galerie, pas un inventaire. Hommes, femmes, peu importe. Ces profils ne choisissent pas leurs victimes selon le genre. Et moi non plus d'ailleurs, ni dans ce podcast, ni dans mon accompagnement. Et peut-être que vous allez en reconnaître un, ou plusieurs, ou un mélange. On en reparlera à la fin. De subir à choisir, c'est le nom de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue. Je suis Clotilde, coach en reconstruction de vie. Petit pas pour soi, c'est né en 2017, et comme moi, ça a bien évolué depuis. J'accompagne des personnes qui traversent ou qui sont sorties de situations qui les ont abîmées. Pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que je l'ai aussi vécu de l'intérieur. Ce podcast, il s'adresse à celles et ceux qui vivent ou qui ont vécu une relation toxique, une emprise ou de la manipulation, de la violence, même si elle est psychologique. Un environnement familial ou professionnel destructeur, bref, ces situations où on ne sait plus très bien ce qui est normal, où on doute de soi et on finit par ne plus se reconnaître. Peu importe la forme, si tu te reconnais, tu es au bon endroit. Ici, on prend le temps, on met des mots, on comprend ce qui se passe vraiment. On se retrouve chaque samedi à 10h pour un nouvel épisode et on commence tout de suite. Le premier portrait, je l'ai appelé le fantôme collectionneur. Et on va l'appeler Loïc. Quand Loïc est là, il est vraiment là. Les restaurants qu'on n'aurait jamais choisis seuls, les week-ends improvisés, les cadeaux qui arrivent sans raison, cette façon qu'il a de te regarder comme si tu étais la seule personne dans la pièce. Ces conversations qui durent jusqu'à 3h du matin, ces projets qu'il dessine avec toi, des voyages, des rêves, des « et si on ». Quand Loïc est là, tu te sens vivante. Et puis, il disparaît. Pas une heure, pas une journée, des jours, parfois des semaines, sans explication, sans prévenir, comme si tu n'existais pas. Et quand il revient comme si de rien n'était. Ça va, toi? Avec ce sourire, avec cette légèreté, comme si rien ne s'était passé. Et toi, tu attends. Tu regardes ton téléphone. Tu relis les derniers messages pour chercher ce que tu as pu faire de mal. Et quand il revient, tu es tellement soulagé qu'il soit là, que tu ne dis rien. Tu reprends là où vous en étiez, parce que tu as peur que, si tu dis quelque chose, il disparaisse encore. Et c'est exactement ce qu'il sait. Parce que si tu regardes vraiment, il n'y a jamais eu d'engagement réel. Jamais de « je veux construire quelque chose avec toi ». Jamais de projet concret. Jamais de famille envisagée.
juste des rêves dessinés dans l'air et qui disparaissent avec lui. Parce que Loïc, il ne disparaît pas dans le vide. Il disparaît vers les autres. Les fleurs qu'il t'apporte, il les apporte à d'autres. Les mots qu'il te dit, il les dit à d'autres. Ce regard qui te fait sentir unique, il le pose sur d'autres. Et non, tu n'étais pas spécial. Tu étais une parmi d'autres, dans une collection. Et ce qui est le plus douloureux, ce n'est pas la trahison, c'est de réaliser que tout ce qui te semblait unique, les mots, les gestes, les attentions, c'était un script, rodé, répété, pas pour toi, pour toutes. Et pourtant, les sentiments que tu as ressentis, toi, ils étaient vrais. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Et tu te demandes comment quelqu'un peut faire ça. Pas par amour, par besoin. Un besoin insatiable de séduire, de conquérir, de valider quelque chose en lui que personne ne pourra jamais vraiment combler. Et cette alternance, présent-absent, chaud-froid, magique-invisible, on en a déjà parlé dans l'épisode 2, il me semble. Le renforcement intermittent. Cette récompense qui arrive parfois, jamais toujours, et qui accroche le cerveau bien plus fort qu'une relation stable et prévisible. Alors toi, tu attends, tu espères, tu surveilles ton téléphone, et sans t'en rendre compte, tu as disparu toi aussi, dans l'attente de lui. Le deuxième portrait, je l'ai appelé le menteur compulsif, et nous allons l'appeler Nicolas. Nicolas ment. Ah, pas de temps en temps, hein. Pas pour se protéger d'une situation embarrassante. Pas par peur de blesser. Tout le temps. Pour tout, même pour des choses inutiles. Même pour des choses où il n'y a aucune raison de mentir. Il dit qu'il était au travail, il n'y était pas. Il dit qu'il a appelé, il n'a pas appelé. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Il l'a dit, tu t'en souviens parfaitement. Et c'est là que ça devient complètement fou. Parce que tu as les preuves. Le message est là. La date est là. Les mots sont là. Et pourtant, il te regarde dans les yeux et te dit que tu as mal compris. Que tu déformes. Que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. On en a déjà parlé du gaslighting. Cette façon de te faire douter de ta propre perception de la réalité. Eh bien, avec Nicolas, c'est permanent. C'est son mode de fonctionnement par défaut. Et progressivement, tu ne sais plus. Tu relis les messages 10 fois. Tu notes les dates, tu gardes les preuves, pas pour l'accuser, juste pour te rassurer toi-même, pour te dire « Mais non, mais j'ai pas rêvé, c'est bien ce qui s'est passé ». Tu deviens détective de ta propre réalité. Et lui, il reste calme, serein, comme si c'était toi le problème, comme si c'était toi qui inventais. Et à force, tu commences à douter. Peut-être que t'exagères, peut-être que t'interprètes, peut-être que c'est ta mémoire qui te joue des tours. Oh non, c'est pas ta mémoire, c'est lui. Et ce profil, il est particulièrement dévastateur, parce qu'il ne te prive pas juste de la vérité, il te prive de confiance en toi-même, en ce que tu vois, en ce que tu entends, en ce que tu ressens. Et quand on ne peut plus se faire confiance à soi-même, on devient dépendant de l'autre pour savoir ce qui est réel. Et c'est exactement là où il veut que tu sois. Le troisième portrait, je l'ai appelé le jaloux contrôlant et on va l'appeler Rémi. Rémi n'est pas violent. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il ne t'interdit rien. Pas vraiment. Pas avec des mots. Au début, sa jalousie te semblait presque touchante. Il tenait à toi. Il avait peur de te perdre. Ça voulait dire que tu comptais. Et puis quelque chose a changé. Il pose des questions, beaucoup de questions. Où tu étais? Avec qui? Pourquoi tu as mis autant de temps à répondre? Pourquoi tu souris
en regardant ton téléphone? Qui sait ce contact avec ce prénom masculin? Et toi, tu expliques, naturellement parce que tu n'as rien à cacher, parce que tu veux qu'il comprenne, parce que tu veux qu'il soit rassuré. Sauf que les explications, elles ne rassurent jamais vraiment. Il y a toujours une autre question, un autre doute, une autre vérification. Alors tu commences à anticiper. Tu changes la façon dont tu parles de certaines personnes. Tu évites de mentionner certains noms. Tu rentres à l'heure, pas parce que tu veux, mais parce que tu sais ce que ça va déclencher si tu es en retard. Et un jour tu réalises, sans t'en être rendu compte, tu vois moins tes amis. Tu sors moins. Tu demandes sa permission pour des choses que tu faisais naturellement avant. Tu t'expliques, tout le temps, sur tout. Ta vie a rétréci. Pas d'un coup, en douceur. Comme la grenouille dans le guide si tu l'as lu, le guide pour ne plus subir. Cette grenouille dans une casserole d'eau froide dont la température monte si lentement qu'elle ne saute jamais. Elle s'adapte, elle s'habitue, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et si tu en parles autour de toi, les gens ne comprennent pas vraiment, parce qu'il peut être charmant, parce qu'il t'aime tellement qu'il a peur de te perdre. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne rétrécit pas. L'amour n'isole pas. L'amour ne te demande pas de te justifier d'exister. Ce que Rémi fait, c'est du contrôle. Enveloppé dans la jalousie, habillé en amour. Mais toi, tu marches encore sur des œufs. Toujours. Mais cette fois, tu ne sais même plus depuis quand tu marches comme ça. Le 4e portrait, je l'ai appelé le passif-agressif et on va l'appeler Antoine. Antoine ne dit jamais rien directement. Jamais. Tu lui demandes ce qu'il veut manger ce soir, comme tu veux. Tu lui proposes de sortir samedi, si tu veux. Tu lui parles de quelque chose qui t'a blessé. Silence. Puis, non, c'est bon. Avec ce ton qui dit clairement que ce n'est pas bon du tout. Et toi, tu passes ta vie à décoder. Ce soupir quand tu arrives, qu'est-ce qu'il veut dire? Cette façon qu'il a de répondre en monosyllabes depuis ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Ce silence au dîner, est-ce qu'il t'en veut? Pourquoi? Et toi, tu essayes, tu demandes, tout va bien, tu es sûr, il y a quelque chose qui va pas? Non, non, ça va. Mais ça ne va pas, et tu le sais, et lui le sait, vous le savez tous les deux. Mais tant que rien n'est dit, il ne peut pas être tenu responsable. C'est toi qui interprètes, c'est toi qui es trop sensible, c'est toi qui cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Et quand la tension finit par exploser, c'est toi qui as craqué, pas lui. Lui, il n'a rien dit. Lui, il était calme. Lui, il subissait tes sautes d'humeur. On en a déjà parlé dans un ancien épisode de cette colère qui sort sur rien. Sur une assiette mal rangée, sur un trajet qui prend trop de temps, parce que la pression accumulée cherche une sortie. Sauf qu'avec Antoine, c'est lui qui crée cette pression. Délibérément ou pas, peu importe, le résultat est le même. Tu surveilles ses humeurs, tu fais attention à tout, tu adaptes chaque mot, chaque geste, chaque décision à ce que tu crois qu'il ressent. Et lui, il n'a jamais rien dit, il n'a jamais rien fait. Il était juste là, silencieux. Et pourtant, il contrôle tout. Le 5e portrait, c'est le condescendant. En un seul mot, je précise. Et on va l'appeler Eric. Eric ne te crie jamais dessus. Il ne t'insulte pas, il ne te rabaisse pas, pas ouvertement, pas avec des mots grossiers. Il est juste toujours un peu plus intelligent que toi. Quand tu parles d'un sujet, il complète, il corrige, il nuance, avec ce sourire patient, comme on expliquerait quelque chose à quelqu'un qui n'a pas tout à fait compris. Tu donnes ton opinion, oui, mais
En fait, c'est plus compliqué que ça. Tu racontes quelque chose que tu as lu. Ah oui, je l'ai lu aussi, mais il faut savoir que... Tu prends une décision, t'es sûr parce que moi je pense que... Pas méchamment, jamais méchamment, juste avec cette façon de toujours mieux savoir. Et au début, tu trouvais ça stimulant. Il t'apprenait des choses, il t'élargissait le regard. Et puis quelque chose s'est installé. Tu as commencé à hésiter avant de parler, à vérifier tes informations 3 fois avant d'ouvrir la bouche, à te demander si ton opinion valait vraiment la peine d'être exprimée. Tu as commencé à te taire. Pas parce qu'il t'a dit de te taire, mais parce que tu avais intégré, sans t'en rendre compte, que ton avis était moins valable que le sien, que ta façon de voir les choses était moins juste, moins fine, moins intelligente. On en a aussi parlé de ça, ce regard des autres comme boussole. Avec Eric, c'est sa boussole à lui que tu as adoptée, sa façon de voir, son regard sur le monde et sur toi. Et tu t'es mise à te regarder avec ses yeux. Et ce que tu voyais, c'était quelqu'un de moins cultivée, moins intelligente, moins capable. Mais ce n'est pas qui tu es. C'est ce que des mois ou des années avec Eric ont installé en toi. Et c'est peut-être le plus sournois de tous ces profils. Parce qu'il ne t'a jamais rien dit de méchant. Il t'a juste silencieusement convaincu que tu valais moins que lui. Et ça laisse des traces très profondes et très longtemps après. Le 6e portrait, c'est le manager toxique. Et on va suivre Sandra. Sandra n'était pas faite pour ce monde-là. Elle le savait dès le premier jour. Les femmes autour d'elle, talons aiguilles, jupes, parfums. Et elle, pantalon large, élégant, mais différent. Et ce sentiment immédiat, je ne suis pas à ma place. Mais elle avait besoin de ce travail. Alors elle l'a pris. Et puis il y avait David, son manager, celui qui l'avait recruté. Celui qui lui avait dit « Tu as quelque chose, Sandra, tu vas cartonner ici ». Et Sandra y avait cru, parce qu'on a besoin de croire quand quelqu'un nous voit. Il lui faisait des remarques sur tout. Sa façon de serrer les mains avec les clients, son débit quand elle parlait, sa façon de s'asseoir en réunion, toujours devant tout le monde. Parce qu'en public, elle ne peut rien dire. Et parce que ça divise l'équipe. Et il adore ça. En privé, David était différent, presque doux. Je te dis ça pour toi, Sandra, parce que je crois en toi. Les autres, je ne prendrai pas ce temps. Et elle ne savait plus. Est-ce qu'il la harcelait? Est-ce qu'il la draguait? Elle avait appris qu'il couchait avec une collègue. Elle n'aurait jamais accepté ça, mais l'ambiguïté était là, permanente, épuisante. Est-ce qu'il cherchait vraiment à l'aider? Cette confusion, elle allait durer des mois. On est une famille ici, c'est ce qu'on lui avait dit dès le premier jour. Mais quand David la critiquait en réunion, personne ne disait rien. Certains baissaient même les yeux et après dans les couloirs. « Oh ma pauvre, il était dur aujourd'hui, sincèrement désolé. » Mais en ne faisant rien. Pas par méchanceté, par survie. David les avait divisés sans qu'elle s'en rende compte. Ceux dans ses faveurs ce mois-ci et ceux qui ne l'étaient plus. Et tout le monde rentrait dans le jeu. Quand elle vendait bien, il l'encensait devant tout le monde. Et elle était fière. Et elle se disait, tu vois, il croit vraiment en moi. Mais quand les résultats baissaient, et ils baissaient, parce qu'on ne performe pas quand on marche sur des œufs tout le temps, eh bien David changeait. Sandra, tu nous expliques ces chiffres? Avec ce ton, ce regard qui fait le tour de la salle, et puis en privé, je suis déçue, Sandra. Je pensais que tu avais compris. Comme si la déception était la sienne, comme si c'était lui qui souffrait. Et Sandra qui s'excusait, qui promettait, qui repartait travailler encore plus dur. Mais son corps avait commencé à parler avant elle. Les migraines, la boule dans le ventre le dimanche soir,
les insomnies, les pleurs dans sa voiture avant d'entrer dans les locaux. Elle avait fait un premier arrêt maladie. Et pendant ces 2 semaines, une pensée obsessionnelle. Et si je perds mon travail? Parce que Sandra avait fini par croire quelque chose de terrible. Que ce travail l'avait sauvée. Que sans lui, elle ne valait rien. Que David, malgré tout, lui avait donné une chance que personne d'autre ne lui aurait donnée. C'est ça le génie de ce type de manipulation. On finit par être reconnaissante à celui qui nous détruit. Elle était revenue, trop tôt, et ça avait recommencé. Les arrêts s'étaient enchaînés. Son corps refusait ce que sa tête n'arrivait pas encore à accepter. Et puis un matin, la lettre. Licenciement pour insuffisance de résultats. Elle, qui avait tout donné, qui était revenue trop tôt, qui avait changé ses vêtements, sa façon de parler, de s'asseoir, qui avait souri quand elle voulait pleurer, qui avait remercié celui qui la détruisait. Insuffisance de résultats. Pas « vous avez été harcelé », pas « nous aurions dû vous protéger ». Et Sandra, debout dans son couloir avec cette lettre dans les mains, a réalisé quelque chose. Ce travail ne l'avait pas sauvée, il l'avait prise, méthodiquement, et quand il n'y avait plus rien à prendre, il l'avait renvoyée, comme si de rien n'était. Le 7e portrait, je l'ai appelé la victime désignée. Sophie a un problème d'alcool. Thomas, son compagnon, le sait depuis le début. Il pensait qu'il pourrait l'aider, qu'avec de l'amour ça irait mieux, qu'elle changerait. Elle a fait des cures, plusieurs, et Thomas était là, à chaque fois. Patient, présent, qui gérait tout pendant son absence. Et quand elle rentrait, il espérait, il y croyait vraiment. Mais Sophie reboit en cachette. Et quand Thomas le découvre, elle nie. Elle retourne la situation. C'est lui qui la stresse. C'est lui qui la pousse à boire. C'est lui le problème. Et Thomas doute. Peut-être qu'il n'est pas assez patient. Peut-être que c'est un peu de sa faute. Pendant ce temps, Thomas fait tout. Les courses, le ménage, les repas, les lessives, les rendez-vous médicaux. Il est son chauffeur, son infirmier, son comptable, son soutien psychologique. Et Sophie, elle ne fait rien, vraiment rien. Et quand Thomas ose le dire, c'est une crise. Des accusations, des larmes et parfois des provocations qui durent des heures. Des mots qui font mal, des comportements qui poussent à bout. Et il y a quelque chose que Thomas n'ose dire à personne. Elle le frappe, pas tout le temps, mais souvent. Des gifles, des coups, des objets lancés, et lui il encaisse, parce qu'il ne sait pas comment en parler, parce qu'il a peur qu'on ne le croie pas, parce qu'un homme qui dit que sa femme le frappe, on sourit, on dit que c'est pas grave, alors il se tait, il gère, il tient. Il ne l'a jamais frappé, il n'a jamais débordé. Des mois à tout encaisser sans jamais répondre. Jusqu'à ce soir-là. Un soir, il craque. Une gifle en retour, une seule. Après des mois d'épuisement, de coups, de provocations et de mots qui détruisent. Sophie appelle la police immédiatement. Et Thomas se retrouve en garde à vue. Lui qui avait tout géré, tout porté, tout supporté, lui qui n'avait jamais levé la main. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de courage. C'est exactement le même mécanisme que Laetitia avec Marc. Le même épuisement, le même doute, la même perte de soi, juste avec les rôles inversés. Le 8e et dernier portrait, je l'ai appelé l'ange démoniaque. Pierre a été marié pendant plusieurs années et pendant ces années, il a vécu quelque chose que peu de gens autour de lui ont vraiment compris. Parce que de l'extérieur, sa femme est un ange, vraiment. C'est quelqu'un de lumineux, de généreux, toujours là pour les autres. Elle écoute, elle console, elle donne de son temps, de son énergie, de son amour, sans compter. Ses amis l'adorent.
Sa famille la vénère. Ses collègues disent qu'elle est extraordinaire et Pierre, au début, pensait la même chose. Mais à la maison, c'est quelqu'un d'autre. Les crises qui arrivent sans prévenir, peu importe la raison, sans raison du tout même. Les explosions de colère qui durent des heures. Les accusations permanentes qui ne tiennent pas. Les menaces, les ultimatums. Et lui, il ne comprend pas parce que la femme qu'il voit à la maison, personne d'autre ne la voit. Personne ne la connaît, personne ne le croirait. Et comme Thomas dans le portrait précédent, il faisait tout. Pour elle, pour les enfants, pour que la maison tienne, pour que personne ne voie ce qui se passait vraiment derrière la porte. Et un jour, il a décidé de partir. Ce qui a suivi, c'est une autre forme de violence. Les accusations, les mensonges aux enfants, les procédures judiciaires, la manipulation du système. Cette façon qu'elle avait de se présenter en victime avec une conviction telle que tout le monde la croyait. 15 ans ont passé. Pierre n'a plus jamais revu ses enfants. Pas parce qu'il est un mauvais père, parce qu'elle a été plus habile que lui dans un système qui ne l'a pas protégé. Et ce que Pierre paye aujourd'hui, c'est le prix d'avoir aimé quelqu'un qui ne savait pas aimer autrement que ça. Dans la destruction, dans le contrôle, dans la victimisation permanente. Je vous raconte cette histoire pour 2 raisons. La première, pour tous les hommes qui vivent quelque chose de similaire et qui se taisent. Parce qu'on ne les croit pas, parce qu'on minimise, parce qu'un homme qui dit qu'il est victime, on sourit, on change de sujet. Ce que Pierre ou Thomas ont vécu, c'est réel, c'est grave et ça mérite d'être nommé. Et la deuxième raison, c'est parce que ces profils font des dégâts bien au-delà de leur relation. Parce que quand quelqu'un utilise les systèmes de protection, la police, la justice, les services sociaux, comme une arme, quand quelqu'un se construit une image de victime parfaite pour mieux détruire l'autre, ça laisse des traces sur le système, sur les professionnels qui ne savent plus qui croire, et sur les vraies victimes, celles qui ont réellement subi et qui doivent maintenant se battre 2 fois plus fort pour être crues, pour prouver, pour exister dans leur douleur. Parce que quelqu'un avant elle a tellement bien joué le rôle que le doute s'est installé partout. Et ça, c'est une violence supplémentaire, silencieuse, invisible, mais réelle. Alors, le fil rouge entre tous ces portraits, c'est que c'est pas eux le sujet, c'est ce qu'ils produisent chez l'autre. Toujours la même chose. L'épuisement, le doute, la perte de soi, cette façon de devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Et j'aimerais te dire quelque chose avant de terminer parce que ça me semble important. Ne cherche pas à faire rentrer ce que tu vis dans une case, à coller une étiquette, à te dire « mais oui, c'est lui, c'est le fantôme collectionneur » ou « oui, c'est elle, la victime désignée ». La réalité, elle est souvent un mélange, un profil qui emprunte à plusieurs, ou une situation qui ne ressemble exactement à aucune de celles que j'ai décrites. Et surtout, attention aux raccourcis. Ce n'est pas parce que quelqu'un ment de temps en temps qu'il abîme. Tout le monde ment parfois. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jaloux un soir qu'il contrôle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est silencieux qu'il est passif-agressif. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est exigeant au travail qu'il harcèle. Ces profils, ce n'est pas un trait, c'est un mode de fonctionnement, répété, systématique, et qui produit toujours la même chose chez l'autre. L'épuisement, le doute, la perte de soi. Ce qui compte, ce n'est pas le comportement isolé, c'est le pattern. Et surtout, c'est ce que ça te fait à toi. Et puis, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais peut-être qu'en écoutant certains de ces portraits, tu t'es reconnu. Toi, pas l'autre. Et c'est courageux de le voir. Parce que oui, on peut tous avoir des traits de ces profils. La jalousie, le silence, la condescendance parfois, la façon d'éviter les conflits. Mais ce n'est pas pareil. La différence, elle est là, dans l'intention, dans la fréquence, et surtout dans ce que ça produit chez l'autre. Est-ce que l'autre grandit à tes côtés?
Ou est-ce qu'il rétrécit? Si tu t'es reconnu, ce n'est pas une honte, c'est une information. Et ça aussi, ça se travaille. Alors si cet épisode a remué quelque chose, et si tu as envie d'en parler, écris-moi. Le lien est en description. On peut parler 30 minutes ensemble, par téléphone, gratuitement, sans engagement. On se retrouve samedi prochain à 10h pour un épisode spécial. Marc, le prédateur ordinaire. Oui, Marc, celui que tu connais depuis le début de ce podcast. On est loin d'avoir tout vu, bien loin. Prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin de ton monde intérieur.